Au cœur de l'hiver, en janvier 2024, dans les salles aseptisées et silencieuses d'un centre de renseignement américain, un analyste a cligné des yeux, s'est penché plus près de son écran à haute résolution, convaincu d'être le témoin d'une aberration numérique. Les données provenaient d'un satellite de reconnaissance de nouvelle génération, sa mission étant de balayer inlassablement les vastes étendues stériles du globe à la recherche d'anomalies, de changements, de secrets. Et ce jour-là, il avait trouvé quelque chose de si profondément illogique que le premier réflexe fut de le classer comme une erreur. Une image fantôme. Un artefact de capteur. Car là, projeté sur le sable jaune pâle du désert du Taklamakan, l'un des endroits les plus arides et les plus inhospitaliers de la planète, se trouvaient les silhouettes indubitables de navires de guerre. Pas de simples bateaux, mais des mastodontes d'acier. Des porte-avions et des destroyers, leurs ponts d'envol et leurs superstructures dessinées avec une précision troublante au milieu d'un océan de dunes. Cette vision était une impossibilité géographique, un paradoxe qui défiait la raison. Le Taklamakan, surnommé la mer de la mort, est un abîme de sable à des milliers de kilomètres de la mer la plus proche. L'idée même qu'un groupe aéronaval puisse s'y retrouver était absurde. La première hypothèse, la plus rationnelle, fut celle d'un dysfonctionnement technique. Peut-être une superposition d'images, un écho-radar corrompu, une diaphonie de données entre deux satellites différents. Des équipes de diagnostic furent immédiatement mobilisées pour vérifier l'intégrité des systèmes de capture et de transmission. Mais alors que les heures s'écoulaient et que les vérifications revenaient négatives les unes après les autres, une inquiétude grandissante commença à s'installer. Les images étaient authentiques. Les silhouettes étaient réelles. Comment était-ce possible? Pourquoi quelqu'un construirait-il une flotte au milieu du désert? Cette seule question a déclenché une enquête qui allait révéler une ambition stratégique d'une ampleur et d'une audace qui allait choquer les analystes du monde entier, un projet secret mené à la vue de tous, dont le but était aussi clair que du cristal une fois que le choc initial se fut dissipé, s'entraîner à la guerre. Pour comprendre comment une flotte entière a pu se matérialiser dans le désert, il faut remonter le temps, non pas de quelques années, mais de plusieurs décennies. Il faut comprendre la psyché d'une nation en pleine renaissance, la Chine. L'histoire moderne de la Chine est profondément marquée par ce que ses dirigeants appellent le siècle d'humiliation, une période allant du milieu du XIXe au milieu du XXe siècle, au cours de laquelle la Chine a été soumise à des invasions, des traités inégaux et une domination étrangère. Cette mémoire collective a forgé une volonté de fer pour restaurer la grandeur de la nation, pour s'assurer que la Chine ne serait plus jamais à la merci de puissances extérieures. Cette volonté s'est traduite par une croissance économique fulgurante, mais aussi, et c'est crucial, par une modernisation militaire sans précédent. Pendant des décennies, l'Armée populaire de libération, APL, a été principalement une force terrestre massive, conçue pour défendre les vastes frontières de la Chine. Ses capacités navales étaient limitées, composées en grande partie de navires de défense côtière incapables de se projeter au-delà de leurs propres eaux. Cependant, à mesure que l'économie chinoise s'est mondialisée, ses intérêts se sont étendus bien au-delà de ses côtes. Les routes maritimes vitales par lesquelles transite son commerce et son énergie sont devenues des artères stratégiques à protéger. Et un obstacle majeur se dressait sur le chemin de ses ambitions régionales. La 7e flotte de la marine américaine et par extension, le statut de facto de Taïwan. La question de Taïwan est au cœur de la stratégie militaire chinoise. Pékin considère l'île comme une province renégate qui doit être réunifiée avec le continent par la force si nécessaire. Les États-Unis, en revanche, maintiennent une politique des ambiguïtés stratégiques, s'engageant à aider Taïwan à se défendre sans promettre explicitement d'intervenir militairement. Le principal garant de cette défense a toujours été la marine américaine, en particulier ses groupes aéronavals. Pour les stratèges de l'APL, toute opération militaire contre Taïwan se heurterait inévitablement à ces formidables forteresses flottantes. Neutraliser les porte-avions américains n'était donc pas une simple option tactique. C'était une condition préalable absolue au succès. C'est dans ce contexte qu'a germé une idée audacieuse et radicale. Comment s'entraîner à couler une flotte qui est constamment en mouvement, technologiquement supérieure et protégée par des couches de défense? Les simulations informatiques sont utiles, mais elles ont leurs limites. Elles ne peuvent pas reproduire entièrement le chaos, les frictions et les variables imprévisibles du combat réel. Les exercices en mer sont coûteux, risqués et peuvent révéler des capacités à l'ennemi. Les stratèges chinois avaient besoin d'autre chose. Ils avaient besoin d'un laboratoire. Un champ de tir grandeur nature, sûr, contrôlable et surtout réaliste. C'est ainsi que leur regard s'est tourné vers l'intérieur, vers les étendues vides et isolées de l'ouest de la Chine. Le désert du Taklamakan offrait la toile parfaite, un isolement quasi total, une faible densité de population et un espace pratiquement illimité. C'était là qu'ils allaient construire leur ennemi. L'escalade a commencé discrètement.
Les premières analyses d'images satellites plus anciennes, datant de plusieurs années, ont révélé les débuts modestes du projet. D'abord, il n'y avait que des contours tracés dans le sable, des rectangles géants esquissant la forme d'un pont d'envol de porte-avions. C'était une phase de planification, de mesure, d'étude du terrain. Puis, au fil des mois et des années, les images ont montré une activité de construction frénétique. Des convois de camions ont tracé des routes temporaires dans le désert, transportant des tonnes d'acier, de béton et d'équipements. Lentement, les contours en 2 dimensions ont commencé à prendre du volume. Une superstructure a commencé à s'élever de la coque simulée. Des répliques de mâts de radar et d'antennes de communication sont apparues. Les formes distinctives des destroyers de la classe Harlech-Burke, les principaux escortes d'un groupe aéronaval américain, ont commencé à prendre forme à côté du porte-avions. La construction n'était pas grossière, elle était méticuleuse. Les dimensions, les proportions, l'emplacement des systèmes clés, tout semblait correspondre au plan des navires américains. Des informations probablement glanées grâce à des décennies de collecte de renseignements et d'analyse de sources ouvertes. Les analystes occidentaux, en réexaminant les archives, ont pu observer la croissance de cette flotte fantôme comme un organisme au ralenti, se propageant dans le désert. La sophistication du projet est devenue encore plus évidente avec l'apparition d'un élément qui a d'abord laissé les analystes perplexes, un immense réseau de voies ferrées. Ces rails ne reliaient le site à aucune ville ou ressource connue. Au lieu de cela, ils couraient sur des kilomètres à travers le désert, droits comme des flèches, avec des aiguillages et des boucles complexes. Et les maquettes de navires de guerre n'étaient pas construites directement sur le sol, mais sur d'immenses plateformes montées sur ces rails. La raison est vite devenue évidente et a envoyé une nouvelle onde de choc dans la communauté du renseignement. Les cibles n'étaient pas statiques. Elles étaient mobiles. Un navire de guerre en mer est une cible en mouvement. Il navigue à des vitesses pouvant atteindre 30 nœuds, soit près de 60 km/h, et peut effectuer des manœuvres d'évitement. Pour simuler de manière réaliste une attaque de missile, la cible doit se comporter comme un vrai navire. Le système ferroviaire était la solution ingénieuse de la Chine à ce problème. En montant les maquettes sur des plateformes motorisées, l'APL pouvait les déplacer le long des rails à des vitesses simulant celles d'un groupe aéronaval en transit ou en manœuvre de combat. Les analystes ont émis l'hypothèse que les schémas de mouvement pouvaient être programmés pour imiter les tactiques d'évitement standard de l'US Navy, offrant aux opérateurs de missiles un défi d'un réalisme sans précédent. Le boom de la construction ne s'est pas limité à un seul site. À mesure que les recherches s'intensifiaient, d'autres sites similaires ont été découverts dans d'autres régions du désert du Taklamakan et des zones désertiques voisines. Certains étaient des répliques de ports navals, y compris des quais et des jetées, simulant peut-être des navires amarrés, une cible différente mais tout aussi importante. Un autre site, particulièrement troublant, a été identifié comme une maquette à l'échelle de la capitale taïwanaise, Taipei, avec des répliques du palais présidentiel et d'autres bâtiments gouvernementaux clés. La portée de l'ambition devenait claire. Il ne s'agissait pas seulement de s'entraîner à combattre en mer, mais de répéter l'intégralité d'une campagne d'invasion. La propagation de ces sites a marqué une escalade significative. Ce n'était plus un projet isolé, mais un programme national, bien financé et de haute priorité. L'investissement en ressources, en main-d'œuvre et en capital politique devait être colossal. Construire et entretenir de telles installations dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre est un exploit d'ingénierie en soi. Le sable abrasif, les températures extrêmes et les tempêtes de poussière constantes exigent un entretien permanent. Le fait que la Chine ait été prête à consacrer autant d'efforts à ce projet en disait long sur son importance stratégique. L'APL ne se contentait plus d'étudier son adversaire. Elle construisait un sparring partner à son image exacte pour s'entraîner à lui porter un coup fatal. Le point de crise pour les analystes occidentaux n'a pas été la découverte d'un seul élément, mais la prise de conscience que toutes ces pièces apparemment disparates faisaient partie d'un puzzle beaucoup plus vaste et plus inquiétant. La flotte du désert n'était que la partie la plus visible d'un renforcement militaire systémique. Au même moment, d'autres projets de construction tout aussi ambitieux étaient en cours dans d'autres régions de la Chine, tous orientés vers un objectif unique. Les services de renseignement ont commencé à relier les points, et l'image qui en a émergé était celle d'une nation se préparant activement à un conflit de grande ampleur. L'un de ces projets connexes était la construction de ce que les analystes ont surnommé des ponts d'eau. Dans la province du Fujian, juste en face de Taïwan, l'APL a construit de vastes complexes d'entraînement amphibie. Ces installations comprenaient des canaux artificiels, des plages de débarquement simulées et des réseaux de routes conçus pour permettre aux forces d'assaut de s'entraîner à passer rapidement des navires de débarquement aux opérations terrestres. Ces ponts d'eau étaient des simulateurs logistiques destinés à résoudre l'un des plus grands défis de toute invasion de Taïwan: le débarquement rapide et efficace de centaines de milliers de soldats et de leurs équipements sous le feu ennemi. Un autre élément,
encore plus sinistre, a été découvert dans les montagnes près de Pékin. Profondément enfoui sous des centaines de mètres de roches, l'APL a construit un nouveau centre de commandement souterrain. Ce complexe fortifié, à l'abri des frappes nucléaires ou conventionnelles les plus puissantes, a été conçu pour servir de cerveau à toute opération militaire majeure. Sa connectivité avancée et ses systèmes de communication redondants lui permettraient de commander et de contrôler les forces sur l'ensemble du théâtre d'opération du Pacifique, des lanceurs de missiles dans le désert aux navires de guerre en mer et aux forces d'invasion traversant le détroit de Taïwan. La prise de conscience que ces trois éléments, les cibles du désert, les centres d'entraînement amphibies et le centre de commandement souterrain, étaient des composantes d'une seule et même stratégie a constitué un tournant. C'était la manifestation physique de la doctrine militaire chinoise connue sous le nom des Anti-Access Area Denial, A2AD. L'objectif de tel A2AD est de rendre trop dangereux pour les forces américaines d'opérer à proximité des côtes chinoises. Les cibles du désert servaient à perfectionner les missiles balistiques anti-navires, comme le DF-21D et le DF-26, surnommés les tueurs de porte-avions, qui forment la cheville ouvrière de cette stratégie. Les ponts d'eau préparaient l'assaut direct, tandis que le centre de commandement assurait que l'opération puisse être menée même en cas d'attaque contre le continent. Le pari audacieux de la Chine n'était pas seulement technologique ou militaire, mais aussi psychologique. La construction de ces sites n'a pas été faite dans le secret absolu. Si la Chine avait voulu les cacher complètement, elle aurait pu utiliser des techniques de camouflage ou de dissimulation plus poussées. Au lieu de cela, ils ont été construits à ciel ouvert, à la vue des satellites qui, ils le savaient, les observaient. C'était un message. Une déclaration de capacité et d'intention. Un stratège militaire a commenté anonymement « Ils ne nous cachent pas qu'ils s'entraînent à nous couler. Ils veulent que nous le sachions. Ils veulent que nous y réfléchissions à 2 fois avant d'intervenir. » Cette stratégie n'était pas sans controverse, même au sein des cercles d'analyse. Certains experts ont fait valoir que cette démonstration ouverte était une forme de dissuasion, un moyen d'éviter la guerre en montrant son coût prohibitif. D'autres y ont vu une preuve irréfutable de plan d'agression imminent, une répétition générale avant le lever de rideau. Le scepticisme initial a laissé place à un débat houleux sur la manière de répondre. Ignorer le message serait une folie, mais y réagir de manière excessive pourrait déclencher une spirale d'escalade que personne ne pourrait contrôler. Le monde observait, passant de l'incrédulité à une profonde anxiété. La flotte fantôme du désert avait jeté une ombre bien réelle sur la stabilité de la région Indo-Pacifique. Le processus de transformation de ces maquettes de désert en outils d'entraînement de haute fidélité a été un parcours semé d'embûches technologiques et logistiques. Construire une réplique en acier de la taille d'un porte-avions est un défi en soi, mais la rendre utile pour tester des systèmes d'armes avancés en est un autre. La première lutte a été de simuler non seulement la forme physique, mais aussi la signature électromagnétique d'un navire de guerre américain. Un missile moderne ne se contente pas de viser une grosse masse métallique. Il utilise un radar pour identifier la forme de la cible et des capteurs infrarouges pour détecter sa chaleur. Pour que l'entraînement soit réaliste, les maquettes devaient imiter ces signatures. Des ingénieurs ont émis l'hypothèse que les cibles étaient équipées d'un réseau complexe d'émetteurs radars et de générateurs de chaleur. Des éléments chauffants puissants, probablement alimentés par d'immenses générateurs diesel, seraient placés à des endroits stratégiques pour reproduire la signature thermique des réacteurs nucléaires, des moteurs et des systèmes électroniques d'un porte-avions. De même, des transpondeurs radars spécifiques auraient été installés pour émettre des signaux qui, pour le système de guidage d'un missile, seraient indiscernables de ceux d'un véritable destroyer de classe Arleigh-Burke. Un biologiste aurait pu parler de mimétisme bathésien, où une espèce inoffensive imite une espèce dangereuse. Ici, c'était du mimétisme stratégique à l'échelle industrielle. Le défi suivant était le mouvement. Le système ferroviaire, bien qu'ingénieux, présentait ses propres problèmes. Un ingénieur ferroviaire a souligné que déplacer une structure de plusieurs milliers de tonnes, haute de plusieurs étages, sur des rails à une vitesse de 60 km/h dans un environnement désertique est une entreprise périlleuse. Le sable est l'ennemi juré des mécanismes de précision. Les roues, les essieux et les moteurs devaient être spécialement conçus et blindés pour résister à l'abrasion constante. Les rails eux-mêmes devaient être continuellement dégagés du sable par des équipes de maintenance, une tâche sisyphéenne dans le Taklamakan. Les premiers essais ont probablement été marqués par des déraillements, des pannes de moteur et des difficultés à synchroniser le mouvement des différentes plateformes pour simuler une formation de groupe aéronaval cohérente. Malgré ces difficultés, les premières lueurs d'espoir, du point de vue de l'APL, ont fini par apparaître. Des images satellites ultérieures ont capturé les preuves indubitables des tests. Des cratères d'impact sont apparus dans le désert, à proximité des cibles. Puis, des clichés plus précis ont montré des impacts directs sur les maquettes elles-mêmes.
Une image particulièrement révélatrice montrait le pont d'envol de la maquette du porte-avions marqué par une zone d'impact sombre, une cicatrice témoignant d'un essai réussi. Chaque impact réussi était une validation du système, une preuve que la chaîne de destruction, de la détection de la cible au lancement du missile et au guidage terminal, fonctionnait comme prévu. Ce processus itératif de construction, de test, d'échec et d'amélioration s'est poursuivi pendant des années. Chaque essai fournissait des données précieuses. Les ingénieurs de l'APL pouvaient analyser la trajectoire du missile, la performance de son système de guidage et l'efficacité de l'ogive. Les opérateurs de missiles, assis dans des bunkers à des centaines de kilomètres de là, gagnaient une expérience pratique inestimable, passant de la théorie des manuels à la pratique du tir réel. C'était un cycle d'apprentissage implacable. La communauté du renseignement occidental observait ce processus avec une fascination mêlée d'effroi. Il assistait en temps réel à la maîtrise par leur principal rival stratégique de la technologie et des tactiques conçues pour les vaincre. La phase de lutte et d'expérimentation a progressivement laissé place à une cascade de succès qui a transformé le programme d'un projet expérimental à une capacité militaire mature et redoutable. Le point de basculement a été atteint lorsque les tests sont passés de tirs isolés contre des cibles uniques à des salves complexes et coordonnées. Les satellites ont commencé à détecter des lancements multiples, simulant une attaque de saturation conçue pour submerger les défenses d'un groupe aéronaval. Des missiles de différents types, lancés depuis différentes plateformes, terrestres, aériennes et peut-être même navales dans des exercices simultanés, convergeraient tous vers la flotte fantôme du désert. Cet effet de domino écologique, transposé au domaine militaire, a vu une capacité en entraîner une autre. Le succès des missiles balistiques anti-navires a renforcé la confiance de l'APL dans sa stratégie A2 AD. Cela a permis à la marine chinoise de se développer avec plus d'audace, sachant qu'elle pouvait opérer sous un parapluie protecteur capable de tenir la marine américaine à distance. L'armée de l'air de l'APL, PLAAF, a également intégré les sites du désert dans ses propres exercices, s'entraînant à lancer des missiles de croisière à partir de bombardiers H-6. Chaque branche de l'APL a commencé à utiliser ce laboratoire unique pour affiner ses propres doctrines et tactiques, créant une synergie qui a considérablement augmenté l'efficacité de combat global de l'armée chinoise. La végétation, dans une analogie écologique, a été remplacée par le retour de la confiance stratégique. La Chine, pendant des décennies, avait été militairement sur la défensive face à l'Occident. La construction et l'opérationnalisation réussie de ces sites ont marqué un changement psychologique profond. L'APL n'était plus seulement une force de défense. Elle était devenue une force capable de contester le contrôle des mers et de projeter sa puissance bien au-delà de ses côtes. Le retour de la faune a été remplacé par l'émergence de nouvelles doctrines militaires, plus agressives et plus confiantes, qui ont commencé à se répercuter dans les documents de stratégie et les déclarations publiques de Pékin. L'amélioration de l'environnement, dans ce contexte, était l'amélioration de l'écosystème militaire chinois. La qualité de l'eau est devenue la précision des missiles. La stabilité du sol est devenue la résilience du commandement et du contrôle. Les analystes ont noté une augmentation spectaculaire de la sophistication des exercices de l'APL. Ils étaient plus complexes, plus réaliste et impliquait une meilleure coordination interarmée que jamais auparavant. La flotte du désert n'était pas seulement une cible. Elle était devenue le cœur battant d'une nouvelle machine de guerre chinoise, plus intégrée et plus létale. Le grand moment de la révélation est survenu non pas sous la forme d'une déclaration officielle, mais par l'accumulation écrasante de preuves. Dans une salle de briefing du Pentagone, un général a peut-être regardé une carte mise à jour montrant les sites du désert, les bases de missiles, les centres de commandement et les zones d'entraînement amphibies, tous reliés par des lignes indiquant les flux de données et de commandement. C'était un système nerveux complet, conçu pour un seul but. L'ampleur de la transformation a stupéfié même les observateurs les plus chevronnés. Un analyste a simplement dit, résumant le sentiment général, « C'est fait. Ils l'ont fait. Ils ont construit une machine de guerre conçue sur mesure pour nous combattre, et ils l'ont testée jusqu'à ce qu'elle fonctionne parfaitement. » La transformation était terminée. Ce qui avait commencé comme une anomalie étrange sur une image satellite était maintenant compris comme l'un des programmes de développement militaire les plus importants du XXIe siècle. La flotte fantôme du désert du Taklamakan n'était plus un mystère. C'était un avertissement gravé dans le sable, visible depuis l'espace, un témoignage silencieux mais assourdissant de la montée en puissance de la Chine et de la nouvelle ère de compétition stratégique qui s'annonçait. L'émergence de ce vaste complexe d'entraînement a provoqué un changement de paradigme fondamental dans la façon dont les stratèges occidentaux perçoivent la Chine. La leçon la plus importante n'était pas simplement que la Chine disposait de nouveaux missiles ou de meilleures cibles, mais que la nature même de sa planification militaire avait changé. L'approche était devenue holistique, patiente et incroyablement bien financée.
Elle a révélé une capacité à entreprendre des projets d'ingénierie et de stratégie à très long terme, à une échelle que peu de nations pouvaient égaler. La vieille image d'une APL technologiquement inférieure a été définitivement brisée. La nouvelle réalité était celle d'un pair concurrent, capable d'innover et de mettre en œuvre des solutions complexes à ses problèmes stratégiques. Cette nouvelle compréhension a forcé les planificateurs militaires américains et alliés à réévaluer leur propre doctrine et posture de force. Un porte-avions, autrefois symbole de la puissance américaine incontestée, apparaissait désormais plus vulnérable. La question n'était plus de savoir si la Chine pouvait frapper un porte-avions, mais comment survivre à une attaque de saturation coordonnée et continuer à combattre. Cela a déclenché une vague de nouvelles réflexions sur la manière de disperser les forces, de développer des navires sans pilote, d'investir dans de meilleures défenses antimissiles et de trouver de nouveaux moyens de contrer la stratégie à 2 AD de la Chine. Le simulateur du désert chinois était devenu un moteur d'innovation involontaire pour ses adversaires. Cependant, l'histoire de la flotte du désert n'est pas terminée. Plusieurs défis et menaces persistantes demeurent. Le premier est le risque constant d'une erreur de calcul. Dans un environnement aussi tendu, où les deux parties s'entraînent activement pour un conflit, la ligne entre un exercice et une véritable préparation à l'attaque peut devenir floue. Une fausse alerte, une mauvaise interprétation des intentions de l'autre, ou un accident impliquant des forces opérant à proximité pourrait déclencher une escalade rapide et catastrophique. Le dilemme de la sécurité, où les mesures défensives d'un État sont perçues comme offensives par un autre, est à son paroxysme dans le détroit de Taïwan. Un autre défi futur est la course technologique sans fin. Alors que les États-Unis développent de nouvelles contre-mesures, comme des missiles hypersoniques et des systèmes de guerre électronique plus avancés, la Chine devra continuer à faire évoluer ses cibles et ses tactiques pour suivre le rythme. Les maquettes du désert devront être constamment mises à jour pour refléter les dernières technologies et configurations des navires américains. Cela crée une boucle de rétroaction coûteuse, une course aux armements du XXIe siècle menée avec de l'acier, des capteurs et des algorithmes. Enfin, la plus grande question en suspens est celle de l'intention finale. La flotte du désert est-elle principalement un outil de dissuasion, destiné à ne jamais être utilisé dans un conflit réel, ou est-ce une preuve irréfutable que la direction chinoise a déjà décidé que la guerre pour Taïwan était inévitable et qu'elle se prépare méticuleusement pour ce jour? La réponse à cette question déterminera l'avenir de la sécurité dans la région Indo-Pacifique et potentiellement dans le monde entier. Ce qui se passe dans le désert du Taklamakan est plus qu'une simple curiosité militaire. C'est un modèle, un plan directeur pour la manière dont une puissance montante peut systématiquement et ouvertement défier la domination militaire d'une puissance établie. En identifiant une vulnérabilité clé, les porte-avions, en concevant un système pour l'exploiter, les missiles anti-navires, et en créant un environnement d'entraînement à haute fidélité pour le perfectionner, la flotte du désert, la Chine a fourni une étude de cas qui sera sans aucun doute étudiée dans les académies militaires du monde entier pendant des décennies. C'est une nouvelle forme de guerre froide, moins idéologique mais tout aussi dangereuse, menée à la vue de tous, sous l'œil vigilant des satellites qui tournent au-dessus de nos têtes. Le sable du Taklamakan a peut-être semblé être une mer de la mort, mais il a donné naissance à une nouvelle et redoutable réalité stratégique.